Merci de nous suivre sur Twi TV et de nous écouter sur la radio Watt FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et aussi les analyses des différents médias partenaires. La Tribune des éditos aborde aujourd'hui 3 sujets essentiels. Il sera question de la participation des étalons à la 34e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. En seconde partie d'émission, il sera question de l'autre sujet qui suscite diverses réactions, tentatives de déstabilisation, le gouvernement de transition communique et enfin, administration publique, le chef de l'État annonce des réformes. Et pour le décryptage de ces sujets, je suis accompagné par 3 professionnels de médias. Nous avons Joachim Vokuma, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net, et Mekobo Nabaloum, rédacteur en chef du journal d'investigation Le Reporter est avec nous. Et enfin, nous avons Michael Tougri, rédacteur en chef de Twi TV. 24 nations sont actuellement réunies en terre ivoirienne autour de la 34e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi eux, bien sûr, les étalons du Burkina Faso qui d'ailleurs ont bien débuté cette compétition avec une victoire au premier match. Avant d'en venir à la participation même de nos étalons, déjà, quelle est votre appréciation en termes d'organisation de cette 34e édition de la CAN? D'accord, merci beaucoup. Comme c'est mon première apparition depuis le début de l'année. Je voulais aussi souhaiter bonne année au Burkinabé et souhaiter que la paix revienne dans notre pays, que nous puissions dégager une voie commune dans le combat que nous menons. Parce qu'à l'extérieur, moi j'étais à l'extérieur, beaucoup nous suivent. Il y a des choses intéressantes qui suscite beaucoup d'engouement à l'extérieur. J'ai même vu des Africains qui ont écrit ici pour demander la nationalité burkinabé. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites, voilà, donc ça les inspire. Et donc je souhaite que avec cette nouvelle année, nous puissions moins nous diviser, on va dire des choses comme ça, et mener le combat ensemble. Donc, pour revenir à la question sur l'organisation, bon, on va se confier aux reportages qui ont été publiés par les confrères qui sont sur place. Mais je pense que le plus gros couac, c'était au niveau de la billetterie, où manifestement, effectivement, on a vu le jour de la cérémonie d'ouverture, il y avait quand même pas mal de gradins qui étaient vides. Même les chaises qui étaient devant étaient vides. On a compris qu'il y avait un problème d'accès aux billets. Comment ça s'est passé? Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça se règle. On est en train de régler ça. Au niveau de l'organisation, bon, les matchs se déroulent correctement. Je pense que quand le pays organisateur joue, il y a du monde. C'est comme ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. Et quand c'est ailleurs, bon, c'est un peu compliqué. Mais de façon globale, je pense que tout se passe bien pour l'instant. Il n'y a pas eu de couac majeur, il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de problème de sécurité. On n'a pas entendu que des gens ont été violentés ou qu'ils ont subi des torts. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On va croiser les doigts pour que tout se passe, au niveau de l'organisation, tout se passe bien jusqu'à la finale, jusqu'à la finale, et en espérant que justement cette finale va opposer le Burkina Faso à quelqu'un d'autre évidemment qui sera battu. Parce que ça a été dit, on a déjà occupé toutes les places. 2e, 3e, 4e, donc ce que nous reste là... Même la dernière place. Même la dernière place. Non, il y a eu des éditions où on ne s'est pas qualifié. Non, on ne retiendra que les bonnes éditions. Voilà. Donc tout ce qui nous reste, c'est la première. Voilà. Bon, c'est pas pour mettre la pression un peu plus pour les... Mais en tout cas, c'est notre place, c'est là-bas. Pas après, pas derrière. Donc voilà, on croise les doigts, on les soutient et puis
Maintenant, c'est parti dans les détails, nos chances, avec la prestation qu'on a donnée dès la première. Oui, et on va revenir à cela. Mais déjà, Michael Tougri, en termes d'appréciation, pour l'organisation de cette 34e édition, quelle est votre appréciation? Oui, mais dès le début, les Ivoiriens avaient dit qu'ils feraient de cette CAN l'une des meilleures du continent. C'est ce qu'ils avaient dit. Et lorsqu'on a vu les moyens déployés par le président Alassane Ouattara, on a su que c'était du lourd en préparation en Côte d'Ivoire. On a vu des stades pratiquement qui répondent aux normes internationales. On a vu, tout était bien. La cérémonie d'ouverture impeccable. Comme le doyen l'a dit, le problème, c'est la billetterie. Aujourd'hui, la tache noire de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est la billetterie. Mais cela aussi a une explication parce que, selon les informations qu'on a, la CAF, je pense, a tiré l'expérience de ce qui s'est passé au Cameroun, où la billetterie était reversée au comité national d'organisation qui devait gérer la billetterie. Mais à la fin, on fait le point des recettes, on ne voit pas l'argent. Donc la CAF a décidé de gérer la billetterie elle-même. Donc les billets sont mis en ligne. Maintenant, qui a acheté tous ces billets sur la plateforme? C'est là que se pose la question. Les gens veulent aller regarder des matchs. Souvent, lorsque vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez des Camerounais, des Nigériens, des Guinéens. Même la dernière fois, il y avait 40 cas de la République de Guinée. Mais ils sont venus, n'ont pas eu de ticket. Il n'y a pas de ticket pour avoir accès au stade. Même selon nos correspondants sur place, le maire de Bouaké était obligé de prendre ses responsabilités et dit de libérer les portes du stade pour que les gens puissent rentrer suivre les matchs. Les gens veulent rentrer, mais il n'y a pas de billets. Donc, pour l'instant, la CAF ne fait pas de perte parce que tous les billets sont achetés. Maintenant, qui a acheté les billets pour ne pas que les supporters rentrent voir les stades? C'est là la grosse interrogation. Alors, Emena Baloum, on a vu un peu les premiers matchs de cette compétition. Comment est-ce que vous appréciez l'organisation et aussi le niveau de jeu également? D'accord, merci beaucoup. À la suite de l'année, je voulais également vous souhaiter une très belle année 2024. Que Dieu vous apporte donc une très bonne inspiration donc, dans l'animation des différentes émissions. Merci. Et beaucoup de perspectives, belles perspectives donc, pour votre chaîne. Par rapport donc à cette CAN, les confrères l'ont déjà dit, en termes d'organisation, déjà ce qu'on peut dire, la tache noire est connue. Je ne vais pas insister là-dessus, on va surtout insister sur ce qu'on a aimé depuis l'ouverture. On a vu une très belle cérémonie d'ouverture, comme on aime à le dire dans notre milieu, belle en couleur et en sonorité. On a retrouvé l'Afrique. Certains même ont eu tendance à comparer cette cérémonie d'ouverture en Côte d'Ivoire à des cérémonies d'ouverture donc de mondial, parce que c'était vraiment, comment dire, très bien calibré. La lumière y était, le son y était. On en a eu vraiment plein les yeux pour cette cérémonie d'ouverture. Preuve que en Afrique on est capable quand on met du sérieux donc dans ce qu'on a à faire. En tout cas pour cette CAN, pour ce qu'on a déjà vu de l'ouverture jusqu'au match qui se joue. C'est une très belle fête du football africain qui est en train donc de se jouer en terre ivoirienne. On est content parce que la particularité, c'est vraiment aux portes donc du Burkina Faso. Bon, on peut y aller très facilement, mis à part quelques difficultés, et aller suivre des compétitions ou des matchs qu'on souhaiterait, et puis bon, revenir tranquillement au pays. Et aussi, comme ça se passe à nos portes, il faudrait aussi s'en inspirer. On voit des candidatures pour des Coupes d'Afrique des Nations, mais jusqu'à présent, bon, au Burkina, c'est encore timide. Ça donne déjà envie. Et on peut même se poser la question, pourquoi pas? Il faut tenter le coup, parce qu'on a déjà réussi 98, et bon, il faut le faire, et ça va également mesurer notre capacité, ça va éprouver notre capacité en termes d'organisation, en termes donc de contribution à l'essor du football africain. Les premiers matchs qu'on a déjà vus,
il faut dire que c'est une CAN. C'est vrai que bon, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas forcément. Mais cette année, on a vu des équipes annoncées vraiment favorites avant donc le début de la compétition et qui, dès les premières 45 minutes ou même dès les premiers matchs, ont montré une certaine fébrilité. Bon, c'est le sport, c'est une compétition, mais bon, ça fait douter quand même les supporters quant aux prestations donc, de certaines grandes nations dès leur premier match. Vous avez vu même que le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, commence du moins a eu des sueurs froides. C'est pas encore terminé, mais en tant que pays organisateur, quand le deuxième match fait peur avec une défaite, c'est-à-dire que le dernier match, il faut vraiment y aller à fond. Parce qu'il y a non seulement la victoire qu'il faut avoir, mais aussi il y a que tant que le pays organisateur restera le plus longtemps possible dans la compétition, ça donne encore du tonus, ça donne encore de la beauté, surtout à cette fête du football africain. En termes donc de match, pour terminer, il y a des nations qui ont dessus des équipes nationales qui ont dessus dès leur premier match. On espère que elles vont en tout cas montrer d'autres visages pour le plaisir donc des amoureux du football africain. Alors Joachim Voukouma, je parlais des étalons en début de match, les étalons qui ont débuté de la belle des manières, une victoire dès le premier match et c'est une première au niveau des phases finales. Déjà, quels sont les enjeux pour nos étalons et quelles sont les chances pour la suite selon vous? Bon, c'est vrai on a vaincu le signe indien comme on dit. On n'a jamais gagné le match d'ouverture. Donc cette année, on l'a gagné. Nous, on a titré merci Hervé Kofi parce que quand tu suis le match, on se rend compte que c'est Hervé Kofi, le gardien de but, qui nous a beaucoup sauvés. Parce qu'on ne s'est pas vraiment créé d'occasion comme ça. Mais eux, oui. Les Mauritaniens se sont créés des occasions et il a fallu du grand Hervé Kofi pour sortir le cuit qui filait à plusieurs reprises droit dans les filets. Donc ça a été dit, la prestation n'était pas... Peut-être c'est l'enjeu, les premiers matchs sont toujours un peu difficiles, c'est un peu crispé. Le match n'était pas du tout à la hauteur des étalons qu'on connaît. Heureusement que pour nous, le défenseur mauritanien qui manque d'expérience, parce que quand vous suivez l'action, lorsque Issa Kabori pousse le ballon de la pointe des pieds, de toute évidence, il n'allait plus pouvoir récupérer le ballon. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin de vouloir se coucher pour le tacler. Voilà, par manque d'expérience, il l'a fait et puis bon, il nous a donné le penalty que voilà, Alain Traoré a transformé. Bertrand Traoré a transformé de belle manière et ça nous fait beaucoup de bien parce que quand on démarre avec une victoire, ça fait baisser la pression. Le prochain match, il faut contre l'Algérie, qu'on avait déjà battu dans le passé. Donc l'Algérie n'est pas... Qu'ils ont gagné la coupe il y a 3 ou 4 éditions. Mais ce n'est pas une équipe qui est hors de portée des étalons. On peut bien les battre. Et je pense que... alors, il semble que Dango Ouattara et d'autres personnes qui n'étaient pas sur la feuille de match pour des raisons médicales vont revenir. Donc, moi, je pense qu'on a tous les atouts. Surtout que, comme l'a dit, j'ai bien apprécié l'entraîneur, il a dit, nous jouons chez nous. Nous jouons chez nous devant 30 000, 40 000 personnes. C'est pas comme à Marrakech où on joue avec devant 200 spectateurs. Il dit, les gars, nous jouons chez nous. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser passer des points. Et comme il y a une bonne organisation des supporters qui sont là-bas et qui vont vraiment pousser les étalons, moi j'ai très confiance et je pense qu'une fois que cette victoire est acquise, la pression va encore baisser, on ne pourra plus gérer avec beaucoup de sérénité la prochaine phase qui est une élimination directe. Comme il a dit, il y a les premiers matchs étaient toujours un peu crispés. Quand on fait le bilan, on se rend compte que comme il n'y a plus de petites équipes, vous voyez quand la Namibie bat sur la dernière minute la Tunisie,
un but extraordinaire. Bon, on voit bien que c'est pas les pronostics valent ce qu'elles veulent. Mais sur le terrain, la motivation, vous savez, il y a chaque joueur se dit c'est ma chance unique de jouer une phase de finale de la Coupe d'Afrique. Ça n'arrive pas régulièrement. Donc chacun se met à fond et ça donne le spectacle qui est intéressant que je vois. À partir de la deuxième phase là, ça va être beaucoup plus de calculs, très techniques et moins spectaculaire, moins chatoyant, moins de beauté. Mais donc c'est maintenant qu'il faut apprécier le beau jeu parce qu'après ça va devenir un peu calculé. D'accord. Alors Emina Baloum, après le premier match où on a eu une victoire face à la Mauritanie, pour vous, quelles sont les chances pour la suite? Donc, je pense que pour entamer la compétition, la victoire, c'est bon, hein, parce que ça vous donne, ça vous motive donc pour la suite. On calcule moins. Les étalons, vous l'avez dit, c'est une première donc de ne pas entrer en compétition, dans la compétition avec une victoire, c'est arrivé. On le prend. Maintenant, il ne faut pas que cette victoire-là soit mal jugée. Mal jugée en ce sens qu'on se dirait que c'est bon, on a 3 points. Le pire serait qu'on joue bien. Si on se dit ça, on risque donc d'avoir des soucis donc pour la suite. La deuxième sortie nous situera sur la forme réelle des étalons donc dans cette compétition. Parce que quand vous regardez la première partie donc de ce premier match des étalons, on a souffert. On a souffert énormément face à cette équipe mauritanienne qui s'est créée énormément d'occasions, contrairement à notre attaque qui était, à mon avis, pas très bien inspiré. Vous avez vu, on a placé par exemple, c'est des joueurs qui sont très bien, hein, avoir la chance d'être, c'est pas une chance, être sélectionné pour une Coupe d'Afrique des Nations, ça veut dire quand même qu'il y a de la valeur en vous. Mais quand vous prenez des gens qui sont à leur toute première CAN, entamer la compétition avec le premier match, ce n'est pas évident parce que il y a le stress, il y a aussi la peur donc de décevoir les supporters. Vous voyez le jeune Bangré qui est très bon dans son club, avec l'équipe nationale également il est très bien, mais bon, au regard de l'enjeu, est-ce qu'il fallait que il entame la compétition? Cédric Badolo à l'aile, le Dossawit qui est très bien, très technique, qui a même tenté des feintes au cours donc de la compétition, de très beaux débordements, mais bon, pour la CAN, j'ai envie de dire que c'est autre chose. Même Aziz Ki également, qui en club à plus de 20 mètres, et il vous marque un but extraordinaire. Bon, dans la première mi-temps, ça n'a pas été trop ça, où il a eu, c'était un peu timide. C'est seulement en seconde mi-temps je pense quand même que l'entraîneur lui aurait dit, écoute, jeune homme, il faut au moins se tenter, ne serait-ce qu'une fois. Et il a eu 2-3 tentatives. Bon, c'est vrai que c'est parti dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Mais quand même, il y a de la valeur en eux. Est-ce qu'il fallait que forcément ils commencent la compétition? Vous avez vu que quand les anciens, je dirais ça comme ça, les aînés sont entrés, pour parler donc du capitaine qui est rentré, qui a pris le brassard, et on a eu une autre physionomie de ça. Oui, ça donne une autre image, ça donne un autre cliché forcément, parce que de son côté, avec Issa Kaboré, les Mauritaniens, ils avaient pratiquement 2 joueurs
qui était régulièrement sur Issa Kaboré parce qu'on connaît sa valeur en termes de débordement, en termes de vitesse. Vous avez régulièrement deux joueurs mauritaniens qui étaient sur Issa Kaboré. Il était impossible pour lui de nous faire ces débordements dont il a seul le secret. Avec l'entrée de Bertrand Traoré, ça change la physionomie. Les Mauritaniens étaient obligés donc de dégager pratiquement Issa Kaboré pour mettre l'accent sur Bertrand Traoré. Et puis bon, la chance nous a souri. Et effectivement, ce sont les deux, Bertrand Traoré et puis Issa Kaboré, qui ont combiné pour nous faciliter la tâche. Et puis bon, le penalty est venu. Le but a été marqué extraordinairement par Bertrand Traoré. D'accord. Et on va clore le sujet avec vous, Michael Tougri. On l'a constaté, il n'y a pas de petites équipes à cette CAN. Et ça, beaucoup d'équipes l'ont déjà prouvé. Pour vous, quelles sont les chances des étalons pour la suite? Moi, je pense que les étalons ont toutes les chances entre leurs mains. Maintenant, face à l'Algérie, il faut élever le niveau du jeu. Parce que l'Algérie, c'est une grande nation de football. C'est vrai, lorsqu'on fait les statistiques, les 2 derniers matchs joués, c'était match nul. Je pense 2 buts partout et puis 1 but partout face à l'Algérie. Lorsque vous regardez aussi, si les étalons ne lèvent pas le jeu, je pense que ce sera très très difficile face à l'Algérie. Pas que je suis pessimiste, mais l'Algérie, elle est ce qu'elle est. Et ce qui est bien chez nous, c'est que c'est la température. Je pense qu'on joue à 14 h, on sera autour de 27 degrés. C'est vrai qu'on me dira que... Nous avons des joueurs qui, pour la plupart, n'évoluent pas dans le championnat. Ils sont nés au Burkina Faso. Ils sont nés au Burkina Faso. Alors que les Algériens, je ne suis pas trop sûr qu'ils soient habitués à cette période de l'année, cette température de 27 degrés. Déjà, la température, c'est déjà un bon point pour nous. J'écoutais l'international Bansé, qui dit qu'il faut mettre la pression aux Algériens dès la première minute, dès la première mi-temps. Parce que c'est là-bas qu'ils sont très 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 forts. Dès qu'ils sont déstabilisés, c'est fini, ils ne se retrouvent plus. Il faut vraiment les bousculer pour arracher la victoire. Et puis, je pense que la suite de la compétition sera meilleure. Et je pense que entre l'Algérie et puis le Burkina Faso, en termes d'équipe nationale, c'est toujours un duel. Et je pense que demain, au stade de la paix de Bouaké, ça sera un duel entre l'Algérie et le Burkina Faso. Alors, la victoire donc sera burkinabé, si Dieu le veut. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette tribune des éditos. Ainsi donc, la rumeur était fondée. Une semaine après justement ces rumeurs de coup d'État, eh bien, le gouvernement de la transition confirme, en effet, selon un communiqué, un vaste réseau composé de militaires, de civils et d'activistes planifiait de déstabiliser la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Joachim Vokouma, ainsi donc, la rumeur sur les réseaux sociaux disait vrai. Quelle est votre lecture par rapport au communiqué du gouvernement? En tout cas, le communiqué vient confirmer, effectivement, comme vous dites, ce qu'on avait lu sur les réseaux sociaux ou de plusieurs sources qui faisaient état d'une tentative de push, de déstabilisation de la transition actuelle. Donc, quand le communiqué officiel, quand vous prenez le communiqué, vous voyez que c'est primature et puis porte-parole du gouvernement. Donc, d'habitude, souvent, quand c'est des communiqués habituels, là, c'est le ministère de la communication qui publie. Mais là, c'est la primature et le porte-parole du gouvernement qui ont signé même si c'est signé par le porte-parole du gouvernement, l'entête c'est la primature et le... Donc ça c'est vraiment officiel. Bon, mais c'est pas la première fois qu'il y a cette tentative de déstabilisation. Même si j'ai pas très bonne mémoire, j'ai pas eu connaissance qu'il y ait encore communiqué comme ça dans le passé qui est établi, voilà, dit qu'il y a une tentative de déstabilisation avec des arrestations, parce que là c'est comme ça, des arrestations, des civils, des militaires en activité, d'autres radiés, des civils, des activistes, de connivence avec l'extérieur. Voilà, un commando prêt à descendre pour mener une opération pour des déstabilisations et tout. C'est ce que dit le communiqué. Bon, vers la fin, ce qui est d'une certaine manière un peu rassurant, on dit que des voies de justice seront hésitées pour faire la lumière dessus. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas nominativement dit les personnes suspectées qui ont été arrêtées.
Bon, mais on a vu quand même des noms qui ont circulé, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le directeur des cabinets de M. Bonkongo, et puis d'autres personnes, des noms qui ont circulé. Donc, est-ce que ce sont ces personnes, effectivement, qui ont été arrêtées et qui sont suspectées d'être les auteurs, en tout cas, ou les complices de cette tentative de putsch? Ça, on verra le jour où le parquet militaire va faire une communication. On en saura un peu plus, et puis s'il y a un procès, bon, on verra bien ce qu'il en est. Mais voilà, ça c'est une tentative d'échouer. Mais combien sont en préparation? En fait, le problème de la nature d'un pouvoir issu du coup d'État, c'est de générer lui-même sa propre déstabilisation. C'est-à-dire la base ou la légitimité ou la légalité d'un pouvoir issu d'un coup d'État, c'est la force. Vous vous rappelez, quand ce coup d'État, il y avait deux forces, le camp de Ibé plus contre le camp d'Amiba, et c'est le camp de Ibé qui a pris le dessus. C'est-à-dire c'était le plus fort. Mais c'est un régime où c'est le plus fort qui gagne. Mais tu ne peux pas être plus fort éternellement. Ça, c'est évident. Là, ils ont pu déjouer le coup d'État, tant mieux. Parce que, moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais vu, même une première coup d'État, c'était pas une bonne chose. Et aujourd'hui, un coup d'État, ça nous plonge encore dans des difficultés, alors qu'on en a assez. Mais ça c'est une tentative de jouer. Mais combien sont en préparation? Ça ne dissuade pas d'autres personnes de préparer un coup d'État. Parce que la nature de ce régime, c'est comme ça. D'autant que, quand vous rappelez du discours du chef de l'État, c'était le 31 décembre, il n'a pas du tout évoqué la durée de la transition. Pour vous, c'est lié à cela? Non, je veux dire, oui, parce que, si vous voulez, quand on a fait les assises, qu'on a fixé une durée, bon, il y en a qui peuvent se dire, ok, on va attendre à la fin de la durée, bon, on a peut-être nos chances. Or là, cette perspective-là est bouchée. Il reste quoi? Aujourd'hui, si quelqu'un a des ambitions vraiment de diriger le pays, qu'est-ce qu'il lui reste comme moyen ou comme voie pour prendre les commandes du pays et diriger? C'est le push. Bon, est-ce on va continuer dans cet éternel esprit putschiste? Non, quand on est à l'extérieur, c'est très désastreux, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour le tourisme, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour la cohésion sociale, c'est pas bon pour l'esprit, la tension sociale qui est là, c'est pas bon pour le pays. Mais donc c'est pour ça que dès le début j'ai dit que je souhaite que 2024 là on se divise moins, divise moins, et qu'on trouve quand même le moyen de voir comment on va on va gérer la suite des événements pour éviter cette instabilité institutionnelle. Michael Tougri, énième tentative de déstabilisation. Finalement, comment mettre fin à ce cycle de déstabilisation? Moi, j'ai toujours dit il faut que le Burkinabé se parle si on veut mettre fin à toute cette question. Lorsque vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés qui créent un peu de frustration à un certain niveau, et peut-être on en rajoute un peu, même si on met tout ça dans cette question de lutte contre le terrorisme, il faut aller vite. Mais je pense qu'il faut que le Burkinabé se parle. Et il faut qu'il se parle pour pouvoir éviter un certain nombre de choses. C'est vrai que ça, c'est le premier communiqué qui parle de tentative de déstabilisation. On en a eu. Lorsque vous suivez les réseaux sociaux, à chaque fois, on appelle à se mobiliser à la place au rond-point des Nations Unies, parce qu'il y a des gens qui veulent déstabiliser le régime. À chaque fois, chaque mois, chaque semaine, on voit qu'il y a des mobilisations. Il faut que le président arrive le doyen l'a dit, il faut qu'il arrive à tracer un certain nombre de choses afin de pouvoir parler avec les différentes couches sociales, parce que le président, quand il prenait le pouvoir, il a dit que sa mission, c'était la reconquête du territoire. Après, on a vu des choses qui ont commencé à se greffer, notamment des réformes, même si elles sont bien, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que
pour moi, c'est le dialogue. Même si peut-être dans les jours, peut-être les mois à venir, on va convoquer peut-être des assises pour que les gens puissent se parler, pour qu'on puisse livrer un certain nombre de choses, afin qu'on puisse regarder dans la même direction. Le doyen l'a dit aujourd'hui, lorsque vous regardez, c'est celui qui est plus fort qui peut venir prendre le pouvoir. Alors qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut que la transition dise à quel moment on va arrêter, même si ce sont des dates arrivées qu'on ne pourra pas respecter, notamment la transition devait finir en juillet 2024. Jusqu'à preuve du contraire, nul ne dit le contraire. Oui, mais lorsqu'on regarde, ce n'est pas possible, parce que la CENI ne dit rien. Alors que la CENI, je pense que c'est 6 mois avant que la CENI doit commencer à se mettre en branle. Actuellement, il n'y a rien. Le territoire reconquis, c'est toujours les mêmes chiffres, 65,65%. Je pense qu'avec ça, on ne peut pas organiser des élections. Ce n'est pas possible. On mobilise toujours les forces de défense et de sécurité dans les questions de reconquête de territoire. Le président a annoncé des mesures, notamment 1% de prélèvement sur le salaire de base des fonctionnaires, 25% sur les primes. Ce n'est pas pour organiser des élections. C'est dans le cadre de la reconquête du territoire national, le fonds de soutien patriotique. Ça veut dire qu'il y a un pan du territoire qui échappe toujours au contrôle de l'État, et ces prélèvements, ça va jusqu'à sur 1 an. Si ça prend fin le 31 décembre. Donc, en filigrane, ça veut dire que le rendez-vous de juillet, il sera manqué, ça c'est sûr. Parce que ce sera très difficile de pouvoir reconquérir le territoire, peut-être à 90% ou peut-être à 100% dans 2-3 mois. Parce que il faut dire aussi que ceux qui sont en face aussi, ils opposent aussi une résistance farouche face à nos forces de défense et de sécurité, même si on voit que la puissance de feu est nettement en notre faveur. Mais moi, je pense que pour aplanir toutes ces questions-là, c'est le dialogue qui permettra de sortir. On a vu le Mali, le président Goïta, il a commencé à entamer cette démarche de dialogue, de discussion avec les Maliens pour essayer de mettre fin à un certain nombre de choses. Je pense que le Burkina Faso aussi, il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. D'accord. Aimé Nabaloum, est-ce que vous êtes d'avis avec Michael Tougri? Parce qu'il est clair que l'on ne peut pas passer le temps à non seulement disperser l'énergie en essayant de récupérer l'intégrité du territoire national, et également en assurant ses arrières pour éviter des tentatives de déstabilisation comme c'est le cas. À un certain moment, il va tout de même falloir mettre fin à ce cycle. Et comment est-ce qu'on y parvient? Bon, je ne sais pas comment on peut y parvenir, parce que comment ceux qui sont là sont arrivés au pouvoir, c'est par les armes. C'est un cycle que vous le dites qu'il faut nécessairement arrêter. Et puis bon, l'histoire de ce pays est telle que on a connu énormément de coups d'État. J'avoue que c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose pour un pays de passer le temps à enregistrer des coups d'État, à avoir peur des coups d'État. Il faudrait que on puisse effectivement arrêter donc ce cycle-là, parce que il ne nous mènera nulle part. S'il faut à tout le temps bander les muscles, pointer les armes pour pouvoir comment on appelle, dérouler un projet de développement pour un pays, bon, je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que bon, la nature est là. Vous êtes venu par les armes. Nécessairement, ce que vous avez à faire, la première des choses, donc, c'est d'avoir un bouclier, voilà, pour éviter que bon, d'autres personnes ne vous évincent également donc par les armes. Ce qu'il faut déjà, c'est qu'il faut, nous l'avons toujours dit au niveau du journal Le Reporter, il faut revenir aux fondamentaux donc des missions de la transition. Sécurisation du territoire national, des réformes majeures, donc, et la question donc, des personnes déplacées internes. N'est-ce pas ce qui est fait? Non, je ne dis pas que ce n'est pas fait. Mais quand vous regardez notre actualité, ça donne l'impression qu'il y a autre chose qui nous préoccupe. Autre chose qui nous préoccupe, comme surtout donc se prémunir donc d'un éventuel coup d'État. Est-ce qu'on fait 3 mois, 4 mois sans entendre parler donc de tentative de coup d'État? C'est pas bon.
C'est pas bon. Que ce soit les personnes qui tentent donc de faire, qui nourrissent donc le souhait de faire des coups d'État, ou que ce soit ceux qui dirigent, ce n'est pas du tout intéressant, c'est pas bien. Personne, ça n'arrange personne dans ce pays-là qu'il y ait des gens qui, chaque jour que le bon Dieu fait là, aient à l'esprit qu'il faut qu'ils prennent le pouvoir par les armes. Il faut arrêter ça. Maintenant, à ceux qui gouvernent également, donc de gouverner selon les principes de base qui sont là, qui les ont amenés donc au pouvoir. La lutte contre le terrorisme, la question donc des réformes majeures, vraiment majeures et perceptibles, et donc la question donc, sociale, à savoir les personnes déplacées internes. Au-delà de tout ça, vous voyez, la vie chère, les taxes, tout ça c'est bien. Comment on a fait pour pouvoir arriver à une situation où il nous manque énormément de ressources financières pour soutenir donc notre lutte? Est-ce qu'on a fait les choix les meilleurs? On a fait des choix, on les assume, c'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faudrait pas que cela puisse avoir des répercussions négatives sur le quotidien donc, des Burkinabés. Les gens ont accepté, la population a accepté, je dirais, des sacrifices, un certain nombre de sacrifices jusque-là. Mais pendant combien de temps? Une fois de plus, pour pouvoir éviter que les gens le pays soit dans le putschisme permanent là, c'est la gouvernance vertueuse, dans la vérité, gouverner de façon équitable. Si vous êtes véritablement dans les fondamentaux, comme je dis, de la transition, avec des valeurs donc de gouvernance, vous souvenez-vous donc des valeurs qui avaient été inscrites dans la charte de la transition avec l'arrivée d'Amiba au pouvoir. Il y avait des valeurs qui avaient été édictées, acceptées de commun accord. Relisez-les, c'est tellement beau. Et si on y allait, je pense quand même qu'on n'aurait pas eu ce coup d'État de septembre. On ne serait pas dans des tentatives de déstabilisation permanente comme on se retrouve donc dans la situation actuelle. Il faut bien, pour dire les choses terre à terre, il faut bien gouverner, aussi dans la vérité. Ça va empêcher quiconque de vouloir vous déstabiliser. Parce que si vous êtes dans le vrai... Si vous êtes dans le vrai, personne ne viendra. L'autre chose également, avec laquelle je suis parfaitement en accord avec M. Vokouma, c'est que il faut mettre tout cela dans des délais clairs. Il faut mettre tout cela dans des délais clairs. La question de la fin de la transition, ça omnibule certaines personnes. S'il n'y a pas de délai, bon, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de rêver de devenir président. Mais par rapport justement à ces délais, pour vous, l'important aujourd'hui, c'est quoi? C'est le délai d'organiser des élections dans 2 mois, dans 6 mois, ou c'est le délai d'apprendre qu'on est à 80-100% de territoire reconquis dans 6 mois? Pour moi, c'est des questions de priorité. Et c'est au gouvernement de définir ses priorités et d'en parler au peuple. Le Premier ministre, lors de son dernier passage à l'Assemblée législative de transition, a donné donc des chiffres par rapport au territoire reconquis. Est-ce que c'est suffisant pour organiser des élections? Je n'en suis pas sûr. À moins donc de vouloir quitter la période de transition pour s'installer dans une période de présidence élue et continuer la lutte d'une autre manière, le pourcentage dans lequel nous sommes, que nous avons, ne nous permet pas objectivement donc d'organiser des élections. Mais disons-le dans une adresse, je ne sais pas quoi, dans une déclaration, de façon claire. En juillet 2024, nous ne pourrons objectivement pas être prêts parce que le peuple l'appréciera. Et pour ce faire, on ira, ou du moins on regroupera une fois de plus les forces vives de la nation. On va rediscuter donc non seulement des missions de la transition, mais aussi donc de son délai. Au lieu de laisser tout le monde apparemment dans un flou, mon confrère tout de suite, Trotivi l'a dit tout à l'heure, objectivement, juillet 2024, ça semble un peu difficile. La machine n'est pas encore mise en marche. Est-ce qu'on pourra? Tout le monde se pose la question aux dirigeants de dire juillet 2024, on pourra. Juillet 2024, on ne pourra pas. Ça va permettre, à mon avis, de taire certaines divergences. Ça va permettre également donc à certains donc de ralentir leurs ardeurs
donc de gouverner, et puis bon, s'inscrit dans d'autres perspectives. Mais quand c'est dans le flou, j'avoue que c'est pas seulement donc la question de gouvernance d'un pays, hein. Quand c'est dans le flou, même dans un service simple, quand il n'y a pas de perspective, c'est compliqué. Et Joachim Boukouma, au-delà de cette proposition de clarté, en lien justement avec la fin d'une transition, avec peut-être l'organisation d'une élection, il y a aussi des propositions qui ressortent quand on écoute un peu les populations. Il y en a qui parlent d'une certaine ouverture au niveau de la transition, et d'aucuns parlent de revenir à ce que plusieurs régimes ont tenté, c'est-à-dire à une certaine réconciliation des uns et des autres. Oui, mais tout ça, il faut le dire. Il faut le dire clairement. Si vous vous rappelez, lors de la rencontre du chef de l'État avec le personnel de la présidence, il a parlé de révolution en marche. Ça m'a tilté. Il m'a parlé de révolution en marche. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu sortir ce mot, la révolution. Bon, pour ceux qui ont vécu l'expérience révolutionnaire de 83 à 87, qui savent, qui ont suivi comment les révolutions se sont passées ailleurs dans d'autres pays, lorsqu'on s'inscrit dans une révolution, à l'évidence, bon, la durée de la transition, tout ça, il faut mettre ça de côté. Voilà, ça, faut même pas y penser. Et puis la révolution, c'est incompatible avec les élections. Oui, quand on veut faire la révolution, parce que bon, il y a des doctrines qui inspirent l'action révolutionnaire. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais si vous comptez sur une classe sociale, bon, dans notre pays, le prolétariat, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais si vous comptez sur une classe sociale pour prendre le pays, la direction du pays et le gérer au bonheur de tout le monde, c'est pas dans une classe sociale qui sera issue des élections. C'est une classe sociale qu'on aura cooptée et qui va diriger le pays bon, pour une durée jusqu'au bonheur total des Burkinabés. Donc là, on ne s'inscrit plus dans une transition avec une durée qui a été fixée par les assises. C'est pour ça, il a dit, je suis d'accord, il faut qu'on se parle. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est vrai, sauf si, pourquoi pas, ils nous prennent, ils nous font une surprise pour dire, non, finalement, il y aura des élections, oui, en décembre, pourquoi pas, c'est possible, ils nous fassent une élection à minima, c'est possible avec toutes les insuffisances. D'ailleurs, les élections de 2020, il y a eu beaucoup de critiques autour de ça, mais on s'est mis d'accord pour dire que là où on ne peut pas faire des élections, bon, on ne fera pas des élections, mais ça ne remettra pas en cause les résultats qui seront issus, c'est ce qui a été fait. Pourquoi pas? C'est possible. Ils peuvent nous faire cette surprise d'ici là. Mais si ce n'est pas le cas, il faut le dire clairement. Bon, les assises ont fixé la durée le 24 juillet. En juillet prochain, 2024. Vu, ce délai n'est pas tenable. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour vous, cette réflexion suffira à mettre fin à ces velléités de déstabilisation? Je pense. Ça, enfin, même si ça ne met pas fin, ça va quand même enlever des prétextes à pas mal de gens qui aujourd'hui pensent que voilà, tout ce qui leur reste, c'est s'organiser, faire un push et puis prendre le pouvoir. Vous voyez, dès qu'on pose une ouverture, une perspective, ça donne l'espoir à ceux qui ont l'ambition de gérer le pays. Mais s'il n'y a pas cette perspective-là, bon, chacun va trouver tous les moyens qui lui sont propres pour pouvoir gérer le pays. Mais ça, c'est une logique qui n'est pas bonne pour notre pays, qui ne nous arrange pas, parce qu'on a déjà fait l'expérience. Vous voyez, chaque fois qu'on parle de démocratie, il y en a leurs cheveux se dressent comme ça. On n'a jamais dit que la démocratie, c'est le meilleur régime. On a dit que c'est le moins mauvais. C'est le moins mauvais possible. Et contrairement à ce que les gens pensent, toutes les insuffisances là, voilà, justice qui ne marche pas bien, problèmes sociaux, tout ça, tout, on peut régler ça aussi par des voies démocratiques. Et ce qui est rassurant, c'est qu'au moins on sait que celui qui a été élu, il est là pour un délai bien précis. Et ça, tout le monde travaille pour ça. Or que là, se prépare, or là, dans un système tel que nous vivons, il n'y a pas de perspective. Moi, j'ai déjà dit ça ici, tu ne peux pas obtenir l'adhésion de 22 millions de Burkinabés. Ce n'est pas possible.
Bon, il y a des gens, effectivement, bon, qui sont frustrés parce qu'ils ont été chassés du pouvoir. Humainement, c'est normal, c'est compréhensible qu'ils veuillent récupérer leurs choses. Donc, ils vont s'organiser. Mais s'il n'y a pas une perspective démocratique, en tout cas une accession paisible, pacifique au pouvoir, il ne reste que l'accession violente. Et ça, dans le contexte actuel, c'est pas bon pour nous. Et ce qui reste à ce pouvoir-là, comme ce type de pouvoir, c'est de tout faire pour éviter, en tout cas pour se protéger, comme il a dit, protéger le maximum possible pour éviter qu'un autre groupe ne vienne les chercher. Et ça, j'avoue que avec ça, avoir ça en tête et vouloir aussi poser des actes dans le développement du pays, c'est un peu complexe. Et on est pris par le temps. On va passer au dernier sujet plutôt retenu pour cette émission. Il s'agit du chef de l'État qui a décidé de redorer le blason de l'administration publique burkinabé. Et pour ce faire, il annonce un certain nombre de réformes. Il entend mettre en place une prime des dénonciateurs pour les cas de corruption avérée au sein de l'administration publique burkinabé. À cela s'ajoutent d'autres mesures. On parle de réguler les sociétés de placement qui esclavagisent certains travailleurs également. Aimé Nabaloum, qu'est-ce que vous pensez de cette ambition du chef de l'État? La première des choses, c'est que tout n'est pas nouveau. Tout n'est pas nouveau. La question donc des primes. Si vous donnez, il y a des secteurs où si vous dénoncez, mais naturellement c'est prévu par les textes. Vous avez un pourcentage donc si votre dénonciation est avérée. Donc du coup à ce niveau donc c'est pas nouveau. Et encore plus que sur le plan pénal par exemple, la loi fait obligation à tout Burkinabé qui aurait connaissance donc d'infraction quelque part, c'est une obligation de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous tombez sous le coup en principe donc de la loi. Donc dans le fond, c'est véritablement pas nouveau. Maintenant, le gros risque donc c'est que on tombe donc dans des délations, dénonciations farfelues. Comme on appelle des règlements donc de compte entre citoyens, et ça risque donc de dénaturer la volonté donc du chef de l'État quand il annonce donc qu'il y aurait des primes si vous faites des dénonciations avérées. D'autres mesures également sont annoncées. Oui, d'autres mesures également sont annoncées. Par exemple, la question donc, des travailleurs du public, c'est comme une porte déjà défoncée pour le président du Faso, pour le chef de l'État. Parce que vous avez vu la loi sur la méritocratie, je crois, votée à l'Assemblée législative de transition avec l'arrivée du ministre Bassolma Bazié, ministre d'État Bassolma Bazié. C'était un combat pour lui pratiquement. On a vu comment les choses se sont passées dans les commissions au niveau de l'Assemblée. C'était vraiment des tiraillements pour certaines personnes. C'était pas opportun parce que la loi qui régit la fonction publique était déjà très bien calée. Il laisse maintenant des mesures sur le terrain pour rendre cette loi-là efficace. Donc on avait pour certains, c'était une loi de trop, mais au moins la loi a eu la chance d'exister. Est-ce que on pourrait pas se baser vraiment sur cette loi, sur la méritocratie là, pour mieux gérer donc les travailleurs donc du public, que de dire il y a des secteurs qu'il faut encore régenter ça. J'ai bien peur que ce ne soit des mesures ciblées. Quand c'est des mesures ciblées avec peut-être une minorité donc de Burkinabés ou de travailleurs, vous risquez de passer à côté. Donc, là encore, quand on écoute une certaine partie de la population, quand on écoute par exemple les émissions interactives, beaucoup se plaignent de la non-application quand on regarde certaines nominations. Oui, c'est ça aussi le problème. C'est comme je l'ai dit par rapport à la nouvelle loi sur la méritocratie. Bon, je ne sais pas, c'est bien. Et comment elle est appliquée?
comment elle est appliquée? Est-ce que véritablement, bon, les nominations là, est-ce que objectivement, est-ce que c'est dû à des mérites? Et ce mérite-là, quel est le critère donc de mérite quand vous nommez un chargé de mission? Quel est le critère défini donc par la loi ou par les textes pour nommer un chargé de mission? Bon, ça pose véritablement... On a un problème d'application déjà de ce qu'on a. Là, si les mesures s'enchaînent, c'est vrai que ça peut sonner un peu comme nouveau, mais vous avez l'impression que certains Burkinabés viennent d'arriver, quoi. Bon, il y a quand même des textes qui existent depuis longtemps, il y a des mesures qui existent depuis longtemps, même quand vous prenez la question donc des recrutements sur mesures nouvelles, qui avaient été suspendus. À ces derniers temps, on annonce donc une reprise avec un meilleur encadrement. Et quel meilleur encadrement? La loi est claire. Si ça ne suit pas les règles, si vous voulez, comment on appelle, vous jouez donc des textes, on va se retrouver à un certain moment avec de grosses blessures, de grosses erreurs, qui nous créent tous les problèmes. Et c'est l'application donc qui cause problème. Michael Tougri, il n'y a pas que ces réformes dont on parle actuellement, il y a d'autres réformes. Le chef de l'État entend par exemple mettre le pied et réformer ce qu'il appelle au niveau des sociétés de placement, des sociétés qui selon lui esclavagisent un certain nombre de travailleurs. Il a même pris l'exemple lorsqu'il échangeait avec le personnel de la présidence. Il parle de ces sociétés qui peuvent percevoir 300 000 francs pour un employé et lui le verser que 80 000 francs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas si au sein de l'État, il y a des sociétés de placement. Peut-être ceux dont il parlait peut-être des supérieurs, notamment les forces de défense et de sécurité, peut-être à ce niveau-là, qui peut-être installe les éléments et puis après récupère l'argent. Il y a aussi cette partie. Ouais, peut-être cette partie, sinon moi je ne sais pas s'il y a des sociétés de placement par rapport à un certain nombre de recrutements au niveau de l'administration, il y a ces sociétés de placement qui trouvent des employés. Oui, mais c'est des choses, il faut regarder. Il faut regarder. Sans doute qu'il a connaissance. Donc il faut qu'il mette fin à ce type d'activité. Et puis il y a Aimé qui disait, les lois elles sont là. Dans ce pays-là, il y a une loi qui vous dit il y a un certain nombre de sociétés d'État pour nommer le directeur, c'est appel à candidature. Mais depuis que la transition est là, je n'ai jamais vu un DG qui a été recruté par appel à candidature. Pour recruter un DG et le mettre à la tête d'une société, ça ne prend pas une semaine. Si vous lancez l'appel à candidature, 2 jours, vous fermez, en moins de 2 semaines, vous avez recruté le DG. Mais vous voyez les nominations, comment ça se fait? Alors que la loi est là. Moi, j'ai des acteurs politiques qui me disent, avec des gens qui ont travaillé sur la loi sur la méritocratie, ils vous disent, lorsqu'un nouveau régime viendra, la première loi qu'on va démonter, c'est la loi sur la méritocratie. C'est cette loi qu'on va abroger. Parce qu'ils vous disent que ça ne répond à rien. Voilà. Même les réformes du président qui dit qu'il va, notamment les questions je pensais que c'était les questions de formation ou de... Oui, la mise à disposition d'un certain nombre, pour un certain nombre de travail qui est du ressort de l'administration publique. Il estime qu'on a recours à du privé. Oui, mais écoutez, vous connaissez notre administration publique, comme elle est lourde. Aujourd'hui, si vous voulez travailler sur quelque chose, même pour choisir le thème d'une activité, on va faire une rencontre à Koudougou. Rien que pour choisir le thème, c'est une mission. Après, pour débattre du thème, peut-être que ça sera une autre rencontre à Kaya. Mais les gens ont vu, ils ont compris. Lorsque vous faites le point des montants des frais d'émission qu'il faut payer sur les gens pour faire un boulot, mais lorsque vous regardez, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'administration veut aller plus vite. Donc, c'est une parade trouvée. Mais voilà, voici ce qu'on veut. On trouve des spécialistes, on leur donne. Peut-être que ça revient moins cher à l'administration publique qui paye, qui a son travail à temps et puis qui continue. Moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Même le président, quand il dit de dénoncer, je pense qu'il y a... c'est lui-même qui l'a dit, non, c'est les gens qui ont fait des grognes sur la question de motos. Il y a du bruit qui est sorti, notamment que les gens voulaient surfacturer les motos. Et je pense qu'au cours d'une interview, il a dit qu'il allait essayer de voir comment il règle ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est passé sur silence radio. Même les questions de véhicules, notamment les gens qui voulaient aller dans les zones, qui disaient que les gens faisaient de la surenchère par rapport au certain nombre de véhicules. Mais après, vous avez vu des audios, les gens ont dit non, qu'ils ne font pas de la surenchère, que ce sont lui-même ses proches, autour de lui-même. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations sur ces questions. On n'a pas eu d'informations sur ces questions. Il y a des dossiers qui sont au niveau de l'ASE-LC, des dossiers de corruption qui sont là-bas. Il faut vider ça. Il a reçu, je pense que c'est l'année passée, le RENLAC. Le RENLAC lui a donné un certain nombre de pistes. Tout est là.
C'est-à-dire qu'il faut juste sonner la fin de la récréation, c'est tout. Si vous sonnez la fin de la récréation, vous allez voir que tout le monde va se mettre dans le sens de la marche. D'accord. Dernière réaction, nous sommes pris par le temps. Joachim Vokuma, un certain nombre de réformes ont été proposées par le chef de l'État. Il parle aussi de ces sociétés de placement qui esclavagisent un certain nombre de travailleurs. Tout à fait. Et là, il a totalement raison. Vous voyez, l'ensemble de ces mesures qu'il a annoncées, ce sont des mesures courageuses. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre en œuvre ces mesures-là dans la division. Ce n'est pas possible. Pour les sociétés de placement, c'est tellement évident, surtout pour les mines. Vous voyez, il y a des gens qui recrutent via des sociétés de placement pour les mines. Vous avez une société qui est là. Le travailleur a affaire à cette société-là, pas à la mine. Quand il a des soucis, on dit non, bon, il faut repartir voir. Bon, vous les connaissez, hein, ils ont pignon sur rue, c'est pas des. Il y a même leurs logos qui sont un peu partout. Donc, donc tu repars voir la société qui t'a recruté, qui t'a envoyé, et puis voilà, moi je n'ai pas affaire à toi. Ou même les sociétés de vigile, vous voyez. Le vigile commence à dire bon, va voir ton. Moi j'ai payé à la société, on t'envoie, donc c'est pas mon problème. Effectivement, mais ça c'est la logique capitaliste. Si on accepte que ces activités-là sont de l'ordre du privé. Bon, je ne sais pas comment ils vont, c'est pas comment il va régler ça. Parce que si une mine passe par une société pour dire j'ai besoin d'un certain nombre de profils de travailleurs, lui il lance l'appel, il recrute, il facture, bon, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, tout ce que l'État peut faire, c'est obliger les sociétés, évidemment, à assurer, à faire une garantie sociale pour ces travailleurs-là. En dehors de ça, je ne vois pas très bien quelle est la marge de manœuvre de l'État dans cette bataille. D'accord, me signale que le temps qui nous est accordé est en train de s'achever. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci Joachim Vokuma, directeur de publication du journal en ligne livre et cassetto.net. Également Aimé Nabaloum Kobo, qui est rédacteur en chef du journal d'investigation Le Reporter, et Michael Tougri, rédacteur en chef de Twi TV. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.